Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes ou des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours, leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, votre magazine Célébrité, pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit Madame Eugénie Opoux. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Merci. Voilà, alors Madame, vous aviez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Au fait, ce que j'ai retenu, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le décès de Fidel Castro, qui fut le président de Cuba. Hein? J'ai étudié à Cuba, à La Havane. J'ai apprécié cette personnalité. C'est une personne qui a façonné le monde. C'est une personne qui a beaucoup apporté à l'Afrique. C'est une personne qui nous a laissé un héritage sans commune mesure. C'est une personne qui a tout fait pour tous ceux qui sont dans le besoin de la justice, de l'égalité. C'est une personne qui a pensé, en tout cas qui a agi. Parce qu'on peut penser sans agir, mais il a pensé, il a agi. Et quand il s'agissait d'aider l'Afrique, il ne reculait pas. Il disait toujours que les Cubains étaient des Africains. Et quand l'Afrique était en danger, il devait être là. Et il l'a fait. Et son décès m'a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup suivi les médias, en tout cas, qui ont parlé d'une façon ou d'une autre. Hein? Mais ce que l'on peut retenir de cette personnalité, c'est tout ce que l'on peut avoir de mieux dans notre société et tout ce qu'on recherche. Alors, Fidel Castro, certains médias traitent comme un révolutionnaire. Vous serez aussi révolutionnaire? On est tous révolutionnaires quelque part. Quelque part, on est tous révolutionnaires. Révolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons faire un travail pour les autres, travailler avec l'amour des autres, compter avec les autres et travailler dans la solidarité humaine. Tout le monde est révolutionnaire quelque part, quel que soit ce que nous sommes. Et dictateur aussi. Vous savez, dictateur, ça veut dire quoi? C'est des mots que nous utilisons et qui, des fois, n'ont pas de sens. Du jour au lendemain, on peut devenir dictateur tout simplement parce qu'on a agi et on a pris des décisions qui n'ont pas plu aux autres, mais ces décisions, nous les prenions tous les jours. Quand on est un responsable politique, quand on est un président de la République, toutes les décisions que nous prenons ne sont pas des décisions qui peuvent plaire à tout le monde. Et le comportement que nous avons face à nos responsabilités et face à ce qui nous regarde, ce que nous observons, face au changement de la société, ne peuvent pas toujours plaire. Et effectivement, il suffit tout simplement qu'on ne soit pas en accord avec les uns et les autres, on devient du jour au lendemain dictateur. Voilà, alors Madame Opoux, auteur, écrivain, plus précisément romancière et poète. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à l'écriture? Ça, c'est une très bonne question. L'écriture, c'est une inspiration. C'est vrai qu'on peut écrire pour plusieurs raisons. Mais quand j'ai commencé à écrire, au fait, j'ai pensé au royaume Téké. Pourquoi le royaume Téké? Parce que c'est la base de notre histoire, la base de l'histoire du Congo-Brazzaville. Un jour, je me suis dit, mais on a une telle richesse, pourquoi on n'en parle pas? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont écrit, mais il y a des manières d'écrire. Hein? Alors, je suis moi-même natif de ce grand royaume, on va en parler. Et puis, un jour, je me suis dit, il serait très intéressant qu'on puisse au moins dire ce qu'il y a dans ce royaume. En résumé, c'est ce qui vous a emmené à l'écriture. Oui, c'est... Et à quel moment vous avez décidé d'écrire? Mais c'est ça, en 2005, et je sortais d'une visite avec le roi Ngwayoulou qui était là. J'ai observé et c'est vrai, je me suis rendu compte qu'on avait une richesse incommensurable. Vous savez, on a toujours pris la culture des autres, même nous-mêmes. On n'a pas de culture, on n'a pas une base. Oui, je me suis dit, il faut que j'écrive. Mais vous savez, quand on commence à écrire, on ne sait pas comment ça se passe l'écriture. J'avais d'abord écrit 15 pages. J'ai appelé l'Harmattan et j'ai dit, je vais écrire un livre. J'ai déjà écrit 15 pages. L'Harmattan me demande, l'Harmattan France bien sûr, mais 15 pages, sur quoi vous écrivez? Sur le royaume Téké au Congo-Brazzaville. Ah non, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais vous savez madame, pour qu'on commence à regarder un document, il faut au moins écrire 50 pages. Ah bon?
Voilà, et je dis, mais qu'est-ce que je veux dire sur les 50 pages? Voilà comment ça a commencé. Ils ont dit, comme l'histoire nous intéresse, nous allons vous dire comment est-ce que vous allez l'écrire. Et ils m'ont donné tout simplement les thèmes que j'ai commencé à développer. Voilà comment j'ai écrit mon premier livre. Voilà, effectivement, en juin 2005 sort votre premier roman, comme vous l'avez évoqué, Le Royaume Téké. Alors, pourquoi l'avoir écrit? Qu'est-ce qui a tiré? C'est vrai, le Royaume, qu'est-ce qui est dit à l'intérieur pour faire plus d'une cinquantaine de pages? Mais vous savez, mais quand on regarde, on lit ce livre, on comprend qu'est-ce que c'est que le royaume, pourquoi ce royaume, comment évolue ce royaume, comment a été créé ce royaume, etc. Au fait, c'est tout simplement l'historique de ce royaume. Qu'est-ce que vous avez apporté de particulier que les gens ne savaient pas? Parce que... Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Parce que le royaume Téké, c'est un royaume très secret. Il faut y être pour connaître. On peut connaître ce qui est superficiel, mais quand vous n'êtes pas à l'intérieur, tout ce qu'on vous dit est aussi superficiel que ce que vous connaissez. Il faut la personne, nous sommes nés avec. Vous savez, quand on est dans ce royaume Téké, tout ce que on vous apprend dès la naissance, ce qui est de ce royaume, les principes de ce royaume, la naissance de ce royaume. Comment est-ce que ce royaume a été développé? Pourquoi dans ce royaume il n'y a pas un roi? Il n'y a pas un roi. On n'est pas, dans le royaume Téké, on n'est pas roi de père en fils. Il y a 6 familles royales. Quelles sont ces 6 familles royales et pourquoi ces 6 familles royales? Bref, vous avez tout le vécu de ce royaume, tout ce qu'il y a d'important de ce royaume et tout ce qu'il y a aussi de très secret, même si on ne dit pas tout, mais on dit le minimum en fait. Et quand vous rentrez dans ce livre, vous savez ce que c'est que ce royaume et pourquoi son fonctionnement. Voilà, alors on va y revenir après, parce que apparemment vous écrivez plus sur ce royaume. En novembre de la même année paraît votre second ouvrage, Samana au croisement des bourgs. J'ai écrit sur le vécu. Si vous voyez mes livres, vous allez voir, on va faire le tour, j'écris toujours sur ce qui est vécu. Il y a plusieurs manières d'écrire un livre. Hein. On peut écrire aussi des livres fictifs. Les romans sont souvent fictifs. On invente un roman et on développe. Vous êtes une écrivaine du réel. Exactement, du réel. Par rapport à ce que j'ai vécu, j'écris. J'écris aussi pour pouvoir faire passer un message. Hein? Là, par exemple, c'est une histoire réelle. Samana, c'est réellement le nom de la personne, de la jeune fille. Elle s'appelle Namasa. Je n'ai fait que tourner son nom. Voilà. Namasa. Elle est d'origine malienne et malienne-guinéenne. Voilà. Que j'ai recueilli moi-même hein, en tant que responsable des associations en Europe. J'ai beaucoup travaillé sur les nouvelles formes d'esclavage. C'est-à-dire les jeunes filles qu'on emmène en Europe et qu'on met dans la prostitution. Et c'est ce que cette jeune fille-là a vécu. Malheureusement, quand elle le vit, elle ne l'a pas accepté. Et puis, elle a voulu sortir de là. Et c'est moi qui la reçois, c'est moi qui l'accueille. Et j'ai essayé de l'aider, mais je n'ai pas réussi. Parce que vous savez, dans ces choses-là, c'est toute une organisation. Mais moi, j'ai réussi. C'est parce que ses parents sont venus. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que... vous poussez à écrire? Tout à fait. C'est parce que cette fille-là a eu une fin tragique. Hein. Elle a été défenestrée. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas rester muette vis-à-vis de ce drame. C'est un drame que vivent beaucoup de jeunes filles qui viennent d'Afrique. Parce que les jeunes filles, avec l'envie de découvrir l'Europe, avec l'envie d'aller ailleurs. On pense toujours que ce qui est ailleurs est meilleur. Mais quand elles arrivent, elles rencontrent des problèmes. Souvent, elles ne savent pas comment y faire face devant cette réalité. Nous sommes là pour en parler, tout simplement. Et si ça peut aider une des jeunes filles qui peut tomber dans ce genre de guet-apens, on aura fait déjà un travail. Voilà, alors, elle est vivante? Non, elle a été défenestrée. Elle est décédée. Voilà, paix à son âme. Elle était d'origine malienne, guinéenne, oui. Voilà, et en accord avec sa famille, vous aviez écrit? Pas du tout. Au fait, une fois qu'elle décède, comme je l'avais recueillie donc, en Europe, j'étais en contact avec sa famille. Une fois que le problème est arrivé, cette famille-là est venue m'annoncer la nouvelle. C'est une nouvelle très très triste. Hein, voilà. Donc, on n'a pas pu protéger une personne qu'on avait déjà entre nos mains. Nous, on pouvait le faire, mais en fait, la famille n'a pas su le faire. Finalement, la famille est venue me voir en disant, « Madame, finalement, c'était votre fille.
tous ces actes de naissance, tous ces papiers, tout, ils m'ont tout remis. Donc c'était maintenant ma fille. C'était à moi maintenant d'écrire son histoire. Alors, en septembre 2006, paraît la reine Ngaliforo. Alors, la reine des Bateke, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez cette reine pour écrire sur sa vie? Pourquoi vous parlez de la reine de Bateke? Elle est reine. Elle est la reine du royaume Teke. Et le royaume Teke, c'est la base de notre histoire. Vous savez, notre pays, avant qu'il ne devienne république, c'était d'abord un royaume. Alors, quand on a une reine, elle est la reine de notre royaume, qui appartient à tous les Congolais. Je vais déjà insister sur ça. C'est une grande dame, comme nous n'en avons jamais eu. On ne parle pas assez des gens qui ont fait l'histoire de notre pays, vous savez. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. C'est parce que nous ne nous occupons pas de notre histoire qu'aujourd'hui, même les jeunes Congolais ne savent pas là où ils vont. On est là toujours à copier les autres. La reine Ngaliforo, c'était une grande dame. Vous savez, c'est une dame qui s'est battue déjà pour avoir une place dans cette société très conservatrice. Le royaume, c'est un monde de machos, vous savez. Pour qu'une femme trouve sa place dans ce royaume-là, c'est tout un problème. Tout a été géré, tout est toujours géré par les hommes. La reine, on n'a jamais eu de reine. Dans le royaume Teke, la femme du roi n'est pas reine. Nous avons une reine. Le royaume est une entité qui est gérée par... Au départ, c'était géré juste par un roi jusqu'à ce que la reine Ngaliforo arrive. Comme c'était une femme très intelligente, elle a été initiée reine. On t'initie reine. On devient reine après une initiation et cette initiation est très éprouvante. Elle y a réussi. Elle est devenue reine. Et pendant que les rois de son temps géraient, elle aussi, elle était là, elle gérait. Et pendant la colonisation, avant l'arrivée de nos indépendances, c'est elle qui était là à gérer notre société. C'est une grande dame qui a été reconnue par le monde entier d'ailleurs, qui a été décorée plusieurs fois par la France. Et le jour de son décès, c'est la première fois que les autorités du monde entier, les journalistes du monde entier sont allés à Mbé pour assister à ses funérailles. C'est une dame qui a travaillé en son temps, qui a représenté valablement la femme, qui a été reconnue comme telle. Cette dame, il fallait écrire pour laisser des traces. Lisez le livre, vous allez comprendre qui est cette dame. Elle a beaucoup fait. D'ailleurs, elle a tellement fait qu'aujourd'hui, nous avons, grâce à elle, une reine qui gère l'entité royale avec le roi. Aujourd'hui, nous avons la reine Gatibi qui est à Ngabé et le roi est à Mbé. Donc, il y avait déjà la parité. Exactement, tout à fait. Et ça, on peut en parler déjà. Voilà. Et oui, il y a cette partie qui est là. Et aujourd'hui, quand on met en place un roi, avant même de l'initier, c'est la reine Gatibi qui doit reconnaître ce roi. Parce qu'elle est la seule à reconnaître les 6 familles dans lesquelles on peut puiser un roi. Voilà. En vous écoutant, vous voulez tout prendre, vous les femmes? Ah non, pas du tout, au contraire. S'il y a des personnes qui veulent travailler vraiment en égalité avec les hommes, c'est bien les femmes. Je suis une femme et je me dis, mais attendez, sans les hommes, qu'est-ce qu'on serait? Non, nous avons besoin de nos hommes. Parce que nous avons besoin de cette partie que nous avons. C'est pas pour rien que nous sommes 2 dans la société. Quand la femme a une petite parcelle de pouvoir, elle en abuse. Quand l'homme a une petite parcelle de pouvoir, il en abuse. La femme, vous savez, c'est nous qui mettons au monde les hommes et les femmes, on va dire. C'est nous qui sommes les premières éducatrices des enfants que nous mettons au monde. Et l'homme oublie toujours qu'il est sorti du ventre d'une femme. Et c'est nous qui avons éduqué l'homme, qui l'avions élevé. Et nous ne pouvons que mettre cet homme-là au milieu de tout ce que nous avons à faire. Nous ne pouvons pas faire, travailler, gérer sans cet homme que nous avons éduqué au même moment, Parlons de la femme. De la même façon que la femme. En parlant de la femme, que vous inspire la date du 8 mars? La date du 8 mars, vous savez, toute chose que nous voulons acquérir demande toujours une certaine lutte, on va dire, entre guillemets. La date du 8 mars n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Ça a été des femmes qui se sont mises en avant. Ça a été des débats. Ça a été des moments même avant que les organismes au niveau international ne s'y mêlent. Ça a été le combat des femmes pour pouvoir exister. Mais vous savez, nous avions parlé de la première, deuxième guerre mondiale qui s'est passée ici dans notre monde. Vous savez que les femmes ont été toujours au cœur du travail pour pouvoir ramener la paix et travailler pour pouvoir faire que les choses
change. Mais après chaque événement, on oublie ces femmes qui ont fait le travail. C'est comme si elles n'existaient plus. Les hommes reprenaient encore le dessus. La femme a compris à un moment donné qu'il fallait qu'elle se lève. Il fallait qu'elle parle. Il fallait qu'elle s'exprime. Il fallait qu'elle existe pour qu'on puisse tenir compte d'elle. Et d'où le 8 mars. Il fallait que le 8 mars arrive. Et ça, le 8 mars, c'est donner la parole à celles-là qui n'avaient pas la parole. C'est pouvoir faire en sorte qu'elles existent auprès de cet homme qui est une autre entité de notre société. Sur le jour de cette journée? Pas du tout. Nous existons tout le temps. Mais comme dans toute chose, vous savez, nous célébrons le 1er janvier. On dit une nouvelle année, voilà quoi. Hein? Mais tous les jours, c'est la nouvelle année. On peut le dire aussi. Voilà. Nous célébrons la fête de l'enfant, la fête de la maman, la fête du père. Tous les jours, c'est le jour du père. Non, c'est pas ça. C'est juste que dans toute chose, il faut toujours avoir un endroit, un lieu, un jour, là où on peut mettre l'accent sur tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé dans toute l'année. C'est tout. Mais un constat fait, surtout dans nos pays, la date du 8 mars est devenue la date du tissu, le pagne, du wax. Non, mais ça, sans critiquer, je pense que ça fait partie de notre culture, de notre mentalité, de dire ben, quand un jour arrive, on peut se mettre tous en uniforme, tout en uniforme, et faire quelque chose, sans plus. Mais attends, c'est normal. Hein? Après, ce qui compte, c'est pas le pagne. Ça, c'est que du superficiel. Ce qui compte, c'est l'intérieur de ce que nous pensons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous cherchons réellement? Et quand vous avez vu les femmes défiler le 8 mars, hein, ils n'ont pas dit on met en valeur le pagne. Ils vous ont dit on exige la parité. C'est tout. Ce qui compte, c'est pas le pagne que vous avez vu, c'est ce que nous avons écrit. Qui ont participé parfois ne savaient pas. Mais il ne faut pas chercher que la majorité sache. Vous savez, souvent, une minorité. Mais souvent, mais il faut bien qu'il y ait une minorité qui réfléchisse. Tout le monde ne peut pas réfléchir au même moment, vous savez. C'est ça aussi qui fait notre richesse. Et si on vous demandait quel est le regard que vous portez sur la femme congolaise? Personnellement, j'apprécie la femme congolaise, vous savez, dans tous les sens. La femme congolaise, c'est une femme qui a subi. Beaucoup subi. Parce que, et les traditions, tout ce que les traditions mettent, et notre culture, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est réduire cette femme-là à néant. C'est à chaque fois la petite femme, la pauvre femme, la femme faible. Il n'y a jamais eu une belle phrase autour d'une femme. Mais au même moment, moi j'apprécie beaucoup l'homme congolais. Du Congo-Brazzaville, bien sûr. Cet homme intelligent a toujours été aussi là, aux côtés de cette femme. Je dis maintenant là, que cet homme-là a la femme qui, comme lui, réfléchit, la même intelligence, peut construire. L'homme-là d'aujourd'hui va sortir de son cocon familial, de son cocon traditionnel, de son cocon culturel, pour pouvoir dire maintenant la femme d'aujourd'hui c'est autre chose. C'est vous qui avez inventé la tradition d'aujourd'hui pour faire avec la femme. La parité est respectée? Ce n'est pas question de respect. Qui va respecter la parité? La parité, nous allons la faire ensemble. Ce n'est pas question de la respecter. Nous allons la faire ensemble. Nous allons la construire ensemble. Nous allons avancer ensemble. Regarde ce que vous voyez dans les institutions, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement. J'ai envie de dire aujourd'hui, s'il s'agit de parler de cela, comme vous avez cité, je dirais, la parité n'est pas encore... Voilà. Mais au même moment, je suis quelqu'un qui dit, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que nous avons dit parité qu'aujourd'hui la parité y est. C'est pas ce que je veux dire. Mais on peut aussi voir ça autrement. Dans l'administration, il y a beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a la parité? On peut y aller. La parité, c'est pas seulement dans le monde politique. Hein. Quand nous disons parité, c'est dire aux femmes, les femmes, nous sortons de là où nous sommes maintenant, nous existons. Partout. Partout là où on doit être, là où on doit construire notre pays, là où on doit prendre des décisions pour notre pays, partout dans le monde des responsabilités, nous devons être là. Mais c'est à nous de nous battre pour y arriver. Et je dis, on le fera avec le concours de notre homme que nous apprécions. Après, dans le domaine politique, nous allons aussi construire. Tout a toujours un début, vous savez. Mais aujourd'hui, hein, on peut dire ce qui est. Hier, il n'y en avait pas. Donc, on va petit à petit. Mais là, aujourd'hui, nous voulons qu'on aille à une vitesse supérieure parce que ça a trop traîné. Et pour cela, nous ne laisserons pas les hommes tranquilles. C'est vous et nous qui allons construire ce pays. D'ailleurs, vous les hommes, vous avez montré votre limite. On peut aussi en parler. Voilà, on va en parler peut-être. C'est le souhait de Madame Opou. Peut-être demain, qui sait. Voilà, son combat continue. Et nous allons aider nos mamans, nos femmes à faire la parité, comme on le dit. Voilà, comptez sur nous, madame. Et on va vous accompagner dans ce sens. Alors,
Nous allons revenir au royaume Téké, puisque ça vous colle à la peau. Par votre descendance, vous êtes membre de la famille royale Téké et vous êtes très ancré dans la tradition, d'une part, et vous avez beaucoup vécu, et pourtant, en Europe. Ceux qui vous côtoient disent que vous avez un mental de blanc. Vous pensez comme un blanc, et malgré que vous avez la peau noire, alors, il y a même un sobriquet qui vous colle dans la peau de la reine moderne. Alors, comment conciliez-vous les deux? Mais c'est une très bonne question aussi. Je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pas en avant, deux pas en arrière, effectivement, l'avantage d'avoir vécu longtemps à l'étranger, c'est que ça vous ramène vers vos sources. Vous ne savez pas combien, quand on est à l'étranger, on se rabat sur sa source. C'est de là-bas, en fait, que nous disons, mais finalement, où est-ce qu'on va? Quand vous rencontrez les autres, vous regardez, vous dites, mais attendez, ça, c'est pas mon monde. J'ai un monde, j'ai une culture, j'ai une famille. Mais qu'est-ce que je fais alors? Alors, on se ressource. Et c'est ça, au fait, l'avantage aussi de beaucoup voyager. On apprend beaucoup. On n'a pas envie de copier les autres. Ou alors vous restez là à copier les autres, ça peut arriver aussi. Hein. Du jour au lendemain, vous dites, bon, vous êtes là-dedans. D'ailleurs, il y a même les Français qui me le disaient, mais madame, vous n'êtes noire que de peau, attendez. Hein? Mais vous n'êtes plus africaine. Mais je dis, mais attendez, et ma peau, vous allez faire quoi de ça? Demain matin, vous allez toujours me dire, un jour vous me direz, mais madame, vous êtes noire, vous venez d'où? C'est ça. À partir de là, quand on réfléchit comme ça, on est obligé de revenir vers la source. Et quand on revient vers la source, pour moi qui fais partie de cette famille royale, on repart effectivement vers ce royaume pour pouvoir se dire, mais c'est là où je suis. Mais il y a tellement comme je le dis tout le temps, si c'est de comparer, de faire une comparaison, si de prendre moitié ici, moitié par là, qu'est-ce que vous détestez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimez? Non, mais la culture, c'est pas ça. C'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est question d'assumer sa culture. Ils disent que vous avez un mental de blanc. Tout à fait. On vous dit, bon, celle-là, bon, elle est trop blanche, bon, voilà. Tout à fait. C'est une Mundélé. Voilà. Bon, maintenant, le Mundélé aussi, vous dites, mais vous n'êtes plus... Voilà. C'est ça. Est-ce que vous êtes que noir de peau, puisque votre sobriquet qui vous colle, on dit que reine moderne, oui. C'est qu'il y a quelque chose? Au fait, si aujourd'hui je rentre dans ma famille dit la même chose, mais elle n'est plus des nôtres. En fait, quelque part, il y a tout ça. Elle n'est plus de notre... Pourquoi votre avis? Je crois que par rapport à notre comportement, notre attitude, notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses, notre manière de respecter les autres aussi, de voir notre environnement, notre idée de voir les choses autrement et d'essayer d'apporter un plus dans ce qui est. Est-ce que vous n'êtes pas trop logique? Mais c'est ça, effectivement. On a cette logique-là. On est obligé d'être dans cette logique. Quand on a vécu d'autres réalités et qu'on rencontre des réalités, on est obligé de se dire, mais là, on peut faire plus, même si dans notre tradition, comme je l'ai dit, tout n'est pas mauvais dans nos traditions. Il y a des choses à prendre dans nos traditions. Mais il y a aussi des choses à prendre dans d'autres traditions. On a cette richesse d'avoir les deux. Alors, effectivement, quand on a les deux, quand on s'approche des autres, là, on va dire, mais elle n'est plus ça. On rapproche par là et puis on se dit, elle n'est plus ça. Mais on se retrouve dans les deux. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Est-ce que vous comprenez que quand il pleut en Europe et quand il pleut en Afrique, il y a une différence? Tout à fait. La pluie est un grand obstacle en Afrique. Exactement. Est-ce que, par exemple, sur la notion d'heure? Oui. Alors, on va sur la notion d'heure. Alors, la notion d'heure, ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose, on ne tergiverse pas là-dessus. Je pense qu'à chaque fois que nous parlerons de l'heure africaine, nous serons toujours en recul par rapport aux autres. Je donne un exemple, juste un exemple. Et ça, c'est pas l'Europe, ça, c'est l'Afrique. J'ai tenu une conférence à Libreville, au Gabon. La conférence, je la tenais, j'avais dit 14h30 parce que le directeur de l'Institut français m'a dit, c'est samedi, madame, 14h30 parce qu'on doit fermer à 20h. Pour moi, dans ma tête, 14h30, mon Dieu, ça va être qui? En plus, je ne connaissais personne. J'ai juste lancé un message à travers les émissions télé. J'ai lancé un message en disant, on voudrait parler de la culture et tout. Je souhaiterais que ceux qui s'intéressent à la culture arrivent. Je suis arrivé à 14h45. Et quand j'arrive, c'est les journalistes qui me prennent devant le portail en me disant, mais madame, dépêchez-vous, le ministre de la Culture est déjà là. Mais je dis, le ministre de la Culture doit être dans une salle vide. Mais non, madame, une salle de 400 personnes était pleine à craquer. Les gens étaient là depuis 14 h. Et moi, la Congolaise, je suis arrivée à 14h45 parce que c'était dit 14h30. On est en Afrique. La même conférence, je l'ai faite ici à Brazzaville.
à l'Institut français, attends, CCF. Je dis 15 heures. Vous savez, la première personne qui est arrivée, à quelle heure il est arrivé? 17 heures. Nous sommes en Afrique. La notion de l'heure, si nous voulons avancer, nous devons, en tout cas, les Congolais le peuvent. J'ai confiance aux Congolais. Parce que nous, les Congolais, nous sommes calqués sur les Français. Quand nous voulons changer positivement, nous pouvons le faire. Mais il faut quelque part qu'on montre l'exemple. Et en tout cas, de ce côté-là, ça là, on ne me changera pas. Parce que je pense que ça, c'est le côté positif des choses. Et ce qui est positif, il faut toujours insister sur ce qui est positif pour qu'on puisse faire avancer notre société. Voilà, c'est dit de Madame Eugénie Opou. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, célébrité pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit la romancière, poète Eugénie Opou, qui nous a fait l'insigne honneur d'être dans ce magazine. Merci d'enrichir encore de votre connaissance et de votre culture. Alors, Madame Opou, depuis le 6 octobre 2006, vous êtes la représentante du Royaume Téké au niveau international. Alors, en quoi consistent ces fonctions? Oui, au fait, vous savez, on parlera aussi d'autres choses après. Ce royaume a besoin d'être représenté. Hein, et c'est normal. Il y a beaucoup de représentants. C'est un royaume qui est bien organisé. Hein, parce que vous allez voir les porte-paroles du roi, les représentants du roi, les ceci, les cela. Il y en a. Avec tout ce que je fais au niveau international, hein, effectivement, il était tout à fait normal qu'avec effectivement le concours du roi et de sa cour, qu'il puisse y avoir une personne qui représente un peu cette entité au niveau international. Au niveau international, c'est parler de cette entité, c'est faire connaître cette entité, c'est aller à la recherche de ce qui est riche pour cette entité, c'est aller à la recherche de l'histoire de cette entité. Et vous savez quoi? Mine de rien, les archives de notre histoire se trouvent en Europe. Pas ici, vous ne le trouverez pas. Mais allez-y en France, vous allez trouver toutes les archives. Est-ce que dans tout ce que vous faites, par exemple, en représentant du royaume Téké, est-ce que le gouvernement, votre pays, le Congo-Brazzaville, vous accompagne dans tout ce que vous faites? Tout à fait. Je peux prendre pour exemple, avec le ministre de la Culture, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, il m'avait dédié un travail que j'ai fait sur la mise en place de la cité royale de Mbé. Hein, c'est moi qui étais chef de projet et j'étais en train de travailler. J'ai fait même un grand travail en tant que chef de projet. Quoique ce document-là, il faudra l'avoir parce qu'il est magnifique. Voilà. Entre-temps, j'ai été... Qu'est devenu ce projet? Ce projet, il y est toujours. Enfin, là, il y a la cité royale qui était en construction. Effectivement, les travaux sont arrêtés. Les gens trouveront des raisons. Je ne sais pas pour quelles raisons. Mais bon, ça existe. Hein, il faut y aller. Le projet y est toujours. Maintenant, il faut continuer ce projet vraiment. Parce que c'est quand cette cité royale sera vraiment réelle, qu'en ce moment-là, on verra qu'il y a une volonté politique de pouvoir faire avancer notre histoire. Voilà, tout à fait. Et j'ai travaillé aussi avec le Fonds mondial africain. Et ça aussi avec le ministère de la Culture, quand j'ai travaillé sur la recherche, j'ai fait une recherche sur les forêts sacrées en Afrique, hein, et j'ai insisté sur les forêts sacrées de Mbé. Et là aussi, il y a un document qui est en Afrique. De quoi par là, forêt sacrée? Ah, mais il existe des forêts sacrées. Ça aussi, c'est d'autres que je dois vous apprendre. C'est ça quand on dit qu'il faut écrire. C'est ça. Parce que nous avons une tradition orale. Dans la tradition orale, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et il faut des recherches comme ça pour aller trouver des choses qui existent, qui sont réelles et qui sont très très importantes pour même l'avancée de notre civilisation. Oui, il existe des forêts sacrées, d'ailleurs partout en Afrique. Hein. J'ai travaillé donc des forêts sacrées en Afrique centrale. Et j'ai insisté sur les forêts sacrées de Mbé. Donc c'est quoi le sacré? Tout ce qui est sacré, comment dire ça déjà? Vous savez, quand nous avons des forêts, on sait ce que c'est que les forêts. Les forêts, par exemple, quand il y a un endroit là où on a enterré un roi, par exemple, hein, cette forêt-là devient une forêt qui n'est plus... toute personne ne peut plus aller dans cette forêt. Donc on sacralise cette forêt et cette forêt devient sacrée. On n'y touche pas, on ne fait rien, on ne touche à rien. Et comment vous avez mené les recherches? Voilà. Eh bien, il faut donc aller sur place. De toute façon, ça je connais. Ça fait partie de ma culture, de ma connaissance. Qu'est-ce qui a donné les recherches en question? Mais c'est magnifique, le document est là, il faudra le lire. Hein, et vous allez comprendre donc, partout où il y a des forêts sacrées. Hein, quand vous avez besoin de plantes médicinales pour aller... Mais attends, il faut une autorisation déjà pour rentrer dans ces forêts. On ne rentre pas n'importe comment. On vous dit que c'est des forêts sacralisées. Et puis de toutes les façons, quand vous n'êtes pas dans le secret de Polichinelle, vous ne connaîtrez jamais parce qu'on ne vous laissera jamais y aller.
Ah, d'accord. Donc on ne peut même pas couper... Exactement. Et ce sont des forêts aujourd'hui, effectivement, qui font partie, qui développent l'écologie. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est un document qu'il faut lire. Je mettrai à disposition ce document pour que tu puisses lire, parce que c'est très intéressant. Voilà, alors, c'est quoi le bien fondé ou l'importance d'avoir un royaume dans un État moderne? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Au fait, j'ai envie de dire, nous sommes d'abord dans nos traditions. L'État moderne, aujourd'hui, la République n'a fait que s'asseoir sur la base du royaume. On ne peut pas, du jour au lendemain, tourner le dos à ce qui est, à ce qui a été, à ce qui a fait notre société. C'est ça, c'est parce que nous avons cette base-là que nous avons toujours notre culture. Demain, vous les jeunes, vous savez, demain matin, vous irez avec les autres et on va vous poser la question. Mais vous, c'est quoi? Votre résistance commence où? Vous venez d'où? Vous êtes qui? Quand on ne va pas vous dire vos ancêtres les Gaulois, c'est ça ce que vous allez répéter? Non. Vous allez dire, ben non, mais nous au départ, on était royaume, on avait notre royaume. D'ailleurs, notre royaume existe toujours, même si c'est devenu, comment on appelle ça? C'est apolitique. De toute façon, le royaume a toujours été apolitique. Hein? Aujourd'hui, mais nous avons besoin que ce royaume existe. Parce que c'est ça. Le royaume est apolitique. Mais bien sûr que le royaume est apolitique. Et pourtant, lors des campagnes... on voit souvent des candidats se photographier aux côtés des rois. Ça, c'est les candidats. Hein. Et ils sont libres d'aller. On reproche même à votre roi, au roi, d'être trop moderne. Rouler carrosse, mettre les costumes. Pas du tout. Le roi, quand vous invitez le roi officiellement, le roi n'est pas dans les costumes. Hein. Alors, il faut... Mais il est dans le costume du roi est vraiment traditionnel. Il est dans des véhicules modernes. Mais attendez, aujourd'hui, quand on veut rouler... Je ne sais pas s'il faut rouler dans des véhicules des années 1940. Tous les véhicules sont modernes. Royaume, mais dans d'autres rois, on les voit parfois venir s'immiscer dans la politique, dire que non, les ancêtres ont dit qu'un tel doit être candidat, un tel doit être candidat. Pas du tout, pas du tout. Ça maintenant, j'ai envie de dire, ce sont des candidats hein, qui vont maintenant à la recherche de la sagesse royale. Et là, la sagesse royale peut dire, ben voilà, que les entités soutiennent, pourquoi pas, un fils et autres, ça peut se dire. Mais ils vont pas, le royaume ne va pas s'ingérer dans la politique. Mais non, le royaume est apolitique, complètement apolitique. On profite du roi pour se faire photographier et filmer. Mais ma foi, si ça peut apporter quelque chose à un candidat, ça c'est à lui. C'est lui qui prend ses responsabilités. Mais jamais le roi n'appellera un candidat pour dire... On dit que ces rois n'ont plus d'influence. Le roi a toujours... ne servent plus à rien, sinon entretenir seulement la sorcellerie. Non. La sorcellerie fait partie aussi de nos traditions. Ah d'accord. On l'accepte aussi, il n'y a pas de problème, vous savez. Il n'y a pas... Hier, quand on disait sorcellerie, c'était grave et tout, mais aujourd'hui, la sorcellerie, mais c'est toujours ce mot fait partie des mots qui nous sont familiers. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête pour là. Tout le monde est sorcier. Mais tout le monde est sorcier quelque part. Être sorcier, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, avoir la mauvaise langue, c'est la sorcellerie. Hein? Dire du mal de l'autre, c'est la sorcellerie. D'ailleurs, on le dit même à l'église, hein, quand on dit il faut respecter son prochain, il faut aimer son prochain. Parce que vous allez à l'église aussi? Non, je suis en train de dire, mais les gens ont le droit d'aller à l'église. Je dis que, non, mais je peux prendre un exemple. Je dis, à l'église, on enseigne les principes. Hein, comment est-ce qu'on peut aimer son prochain, etc. Mais demain matin, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on dit d'une personne, cette personne a une mauvaise langue, c'est quoi? La mauvaise langue, c'est dire du mal des autres, injurier les autres, etc. Et faire des ablations aux autres. Et ça, c'est de la sorcellerie aussi. Il n'y a pas de problème. Donner la mort à une personne de façon mystique. Voilà, donner la mort. On donne la mort de plusieurs façons, vous savez. On peut donner la mort par le verbe. Hein. Voilà, tu dis aujourd'hui, bah, attends, aujourd'hui, je souhaiterais que celui-là, il crève. Demain matin, il va chez lui, il crève, on vient te voir, tu es sorcier. Tout le monde est sorcier quelque part. Mais j'ai envie de dire ceci. Le roi a toujours sa place. Non, non, non. Le roi n'a rien perdu de son pouvoir. Le roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir naturel que, d'ailleurs, que les sachants savent, je dis bien les sachants. Ou les initiés. Ou les initiés. Si vous voyez les choses d'une façon superficielle, en disant que le roi n'a pas de moyens, il est pauvre peut-être, il est ceci, dans son humilité, dans ce n'a plus... Non, il n'a plus d'influence par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le roi garde toujours son influence dans son entité, dans sa manière de faire les choses, dans le respect des principes. Il ne sort pas de ses principes. Un roi qui sort de ses principes ne peut même pas exercer ses fonctions. Les principes par rapport à quels principes par exemple? Mais vous savez, un roi n'est pas là par hasard. Hein. Un roi est assis sur un pouvoir.
Et vous savez que le pouvoir du roi est donné par 12, ce qu'on appelle les 12 Ankobi chez nous, hein, qui sont les 12 notaires du royaume, hein, qui lui apportent tout le pouvoir. D'ailleurs, le roi, c'est la seule personne qui détient les pouvoirs de ces 12. Hein, vous savez. Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui ne peut être que sage, qu'humble, hein, qui peut paraître comme s'il n'avait aucune influence. Mais attendez, approchez, touchez et vous verrez. Voilà, approchez, touchez, vous verrez. Et là, je vous vois votre look, madame. Permettez qu'on en parle, parce que vous voir, ça attire l'attention. C'est pas une tête qu'on croise partout. Vous êtes original. Alors, si on parlait de votre look, un look particulier qui vous habille? Ça, c'est une très bonne question. Hein. Il y a des questions, ma foi, qu'il ne faut pas poser. Mais c'est bien, on va y répondre, il n'y a pas de problème. Okay? Moi, je suis quelqu'un de simple et humble. De toute façon, en tant qu'entité d'un royaume comme le royaume Téké, je ne peux être que simple et humble. Dans toute l'humilité que j'ai. Mais ce qui compte, c'est griffé. Ce qui compte chez moi, ce n'est pas ce que je mets. Il ne faut pas regarder ce que je mets. Il faut regarder ce que j'ai dans ma tête. Mais je voudrais parler de ce look. Je parle d'abord des cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, tu as parlé tout à l'heure de révolution. Et bien voilà, j'ai dit que quelque part, on était révolutionnaire dans l'âme. J'ai été, quelque part, on était vraiment... on s'est senti malmené quand les Européennes, à chaque fois qu'elles voient une Africaine qui peut éclaircir sa peau, on dit... Elle fait ça pour devenir blanche, parce qu'elle n'aime pas sa peau noire. On voit l'Africaine qui se défrise des cheveux, on dit, elle défrise des cheveux pour devenir blanche, parce qu'elle a honte d'être noire. Alors un jour, nous avons décidé de démontrer que tout ce qui est noir n'est pas mauvais. Nous sommes noirs, les cheveux crépus et fiers de l'être. Et nous avons créé une association que nous appelons les Kémites. Les Kémites en Égypte. Nous sommes des Kémites, vous savez que voilà, les Égyptes, ce sont aujourd'hui on parle de l'Égypte, on oublie que les premiers habitants de l'Égypte c'est les Noirs. Et c'est nous, alors quand on veut parler, on dit c'est nous qui avons découvert les mathématiques, c'est nous qui avons fait ça aussi. Il faut qu'on se rehausse un peu. Même les Téké viennent de l'Égypte. Exactement, que les Téké viennent de l'Égypte et on peut le prouver. En Égypte, dans le temps, on embaumait les corps quand quelqu'un décédait. Aujourd'hui, dans le royaume Téké, on continue à embaumer les corps. Cette technique ne peut venir que des Noirs qui ont quitté l'Égypte. Et ça, les scientifiques peuvent encore continuer à faire les recherches. Donc vous avez décidé d'être naturel. Voilà, on a décidé d'être naturel comme ça. Et d'ailleurs, ça nous a donné une force extraordinaire. Parce que quand on se présentait devant le blanc n'a pas besoin de dire « sale noir ». Nous disons, nous sommes noirs déjà, regardez. Nous sommes noirs, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous savez, encore autre chose, parce que maintenant quand vous faites, ce sont maintenant les autres qui viennent vers vous en disant « Ah, mais comment je fais pour avoir les cheveux comme vous ?» Et là, nous disons... Ah bon, il y a des gens qui viennent. Ah, mais bien sûr. Ah, mais vous savez, mais on est des êtres humains. Vous savez, il y a des personnes de race blanche qui regardent et qui admirent ce qu'il y a chez nous, comme nous admirons ce qu'il y a chez eux. Les afros. Seulement nous, quand les blancs, par exemple, les gens de couleur blanche vont au soleil pour se bronzer, nous on ne dit jamais qu'ils veulent devenir noirs comme nous. Mais ils ont le droit d'aller se bronzer. Mais quand l'Africain veut se déteindre la peau, on dit tout de suite, elle veut devenir blanche. Alors, nous, c'est un peu ça qui ne va pas. Mais sinon, tout ce que nous faisons, les autres aussi apprécient. Aujourd'hui, vous voyez des femmes européennes qui se tressent les cheveux. C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas admirer ce que nous avons? Les locks. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais c'est à nous maintenant de valoriser ce que nous avons. Et valoriser, c'est ça. Quand on se présente comme ça, les autres regardent, admirent aussi en disant, ben voilà, alors, tout ce qui est noir n'est pas mauvais. Madame Opo, ceux qui vous ont connu dans le passé, vous n'aviez pas cette tête. Exactement. Alors, c'est quoi l'histoire à quel moment vous avez décidé d'avoir cette coupe, d'avoir cette... Au fait, merci pour la question, s'il faut y aller. En fait, c'est vraiment pas moi. Moi, je défrisais les cheveux. Je viens de La Havane. Quand vous allez à Cuba... Vous mettez vos perruques? Ah non, jamais. Par contre, jamais la perruque. Mais par contre, je défrisais mes cheveux. Pas aussi des normal. Non. J'ai jamais mis tout ça. Moi, personnellement, mais je défrisais mes cheveux. Ah, d'accord. J'avais les cheveux et je les défrisais très bien. Parce qu'à La Havane, j'ai appris à défriser les cheveux. Ah, ben oui, bien sûr. C'est leur look. Mais vous savez, j'étais une personne qui disait, mais attendez, ça n'a rien à voir, je peux défriser mes cheveux, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai dans la tête? Mais vous savez, c'est mes filles. J'ai eu 5 filles et un garçon. Et mes filles sont vraiment des révoltées. Ils ont lu l'histoire de l'Afrique depuis l'esclavage, etc.
Les filles sont nées là-bas, les filles ont côtoyé les autres, elles ont entendu, écouté, tout ce qui les a vraiment révoltées. Et quand on crée l'association des Kémites, et là, mais ce sont elles qui foncent. Hein? Et un jour, elles les avaient, elles disaient, mais maman, attends maman, tu devrais montrer l'exemple. C'est toi qui dois montrer l'exemple. Hein? Tu es la présidente du collectif des associations africaines. Tout le monde te regarde. Si tu montres l'exemple, ici, les gens vont faire comme toi. Et je montre l'exemple comment? Mais on va te dégager de ces cheveux défrisés. Mais vous savez, quand vous avez fait des années, mais j'ai fait plus de 30 ans encore de défriser les cheveux, c'est pas facile du jour au lendemain. Mais comment je ferais? Mais comment je vais faire? Mais au fait, j'ai hésité. Je disais toujours à mes filles, mais attendez, arrêtez. Hein? Il ne faut pas non plus exagérer. Hein? Je veux bien être kémite, mais voilà, d'être noir. Ils ont dit, non maman, un jour, tu vas nous remercier. Et elles avaient raison. Un jour, elles ont pris les ciseaux. Hein? Moi, je m'en occupais. J'étais là, assis, ils ont mis les ciseaux dans mes cheveux. Et votre réaction? Terminé. Mais effectivement, je me lève, je me dis, attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais c'était trop tard. Donc en ce moment-là, je me suis réassée. Voilà, elles ont tout simplement rasé la tête. Mais elles ne se sont pas rasées. Elles, si, mais il faut les voir. Hein. Ah, d'accord. Mes filles, c'est pas pour parler d'elles. Hein. Elles ont des cheveux magnifiques. Naturels. Hein. Des cheveux naturels. Hein. Effectivement, elles ont appris à arranger les cheveux. Parce que les cheveux aujourd'hui, il y a un mouvement, même aux États-Unis, le happy, le natural and happy. Tout à fait. Voilà. Hein. Et elles ont appris à arranger, à mettre. Les cheveux crépus sont très beaux. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, nos cheveux crépus sont difficiles. Hein. C'est plus facile de mettre une perruque et d'arranger. Nos cheveux crépus, il faut vraiment y mettre du soin. Il faut prendre le temps. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir le temps pour ça. Mais une fois qu'on le fait, ah non, on a les meilleurs cheveux du monde, vous savez. Ben en tout cas, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de mes cheveux crépus. Et puis voilà quoi. Et quelque part, s'il faut, je serai l'ambassadrice de ces cheveux crépus, noirs et fiers de l'être, partout où j'irai. Il n'y a pas de problème. Autre chose, dans votre look, vous affectionnez le rouge. Dans vos bureaux, dans vos locaux, il y a toujours du rouge. Est-ce que ça signifie quoi? Que représente le rouge pour vous? On dit que c'est vrai que les rouges, les Téké aiment le rouge. Même en m'habillant, je dis que je vais faire un clin d'œil à Madame Opou en arborant une cravate. Très bien, bravo. Vous avez bien fait. Ah bon? Alors, le rouge joli. Pour vous, c'est quoi? Mais vous savez, c'est bien que vous ayez posé cette question. Je reviens toujours en Europe. À chaque fois que j'étais dans les activités, quand je n'avais pas le rouge, mais ce sont les autres, français, pas africains, qui venaient me dire « Ah madame, aujourd'hui vous n'avez pas votre rouge ». Attends, mais je ne savais pas que ça devenait un symbole. Oui, le rouge d'abord naturellement, hein, comme je reviens toujours dans l'entité royale, chez nous le rouge c'est la sagesse au fait. C'est une couleur de sagesse. Vous savez que le rouge représente le sang. C'est ça, c'est la sagesse. Mais le rouge, c'est aussi ce pouvoir royal que nous avons. D'autres disent c'est la violence. Le rouge, je ne sais pas si c'est la violence, mais dans le royaume Téké, en tout cas, c'est pas expliqué comme ça. Ah d'accord. C'est plus la sagesse. Nous ne pouvons pas mettre la violence. C'est effectivement une manière de dire la sagesse se trouve en nous, à notre intérieur. C'est notre sang, le sang qui circule dans notre corps, hein, qui porte cette couleur. C'est qu'il faut respecter l'être humain. C'est pour cela que parmi les principes dans le royaume Téké, on ne doit pas... Donc c'est pas vos gris-gris. Ce ne sont pas des gris-gris. Mais pas du tout, mais qu'est-ce qu'on appelle gris-gris d'ailleurs? Gris-gris c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi les gris-gris? Mais attendez, il faut arrêter avec les fétiches. Je vois souvent des Chinois arborer aussi des rouges, ils disent que c'est pour la chance, pour la protection. C'est possible, mais chaque entité a sa manière d'aborder cette couleur. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on regarde même les présidents de la République, quand on leur étale le tapis, souvent le tapis est rouge, hein, mais finalement, c'est un signe de pouvoir. Mais dans le royaume Téké, c'est plus la sagesse, vraiment. C'est la sagesse accordée au pouvoir, c'est le respect de l'être humain et le respect de la sensibilité humaine. Oui. Mesdames et messieurs, le rouge de Madame Opou, ce n'est pas des gris-gris, c'est la sagesse Téké. Exact. Voilà, alors, et si on vous demandait est-ce que vous êtes une mystique? Tout le monde est mystique quelque part à sa manière. Ah bon? Tout le monde. Les uns plus que d'autres, mais tout le monde est mystique. Mais il y a des gens qui développent ce côté mystique qui leur colle à la peau. De toute façon, je ne peux être que mystique. Sorti du royaume tel que je suis, femme roi dans mon entité, qu'est-ce que vous voulez que je sois si ce n'est que mystique? Voilà, alors en 2010, paraît votre 4e ouvrage, L'incroyable histoire de la disparition du collier du roi. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on voyait le roi Batéké avec un collier. Et ce collier a disparu. Exact.
Ce collier avait disparu Comment vous avez su que... pendant la colonisation, oui. Ah d'accord, pendant la colonisation. Exact, oui. Et vous avez une idée où... Oui, mais tout le monde connaît l'histoire. Ça se retrouve en Europe. Tout le monde le sait. Un collectionneur ou chez l'État français? Non, si vous allez au musée du Quai Branly, vous ne verrez pas, mais ça se trouve là-bas. Voilà. Non, mais l'histoire de la disparition du collier du roi, c'est connu par tout le monde. Exposé ici et là, mais pourquoi pas ce collier? Pourquoi pas ce collier? Il y a des choses qui font partie du secret qu'on n'a pas besoin d'exposer. Mais si vous rentrez fortement comme moi, on va vous montrer là où se trouve le collier du roi. Et le gouvernement congolais a essayé de récupérer ce collier? Ça, c'est au gouvernement congolais de voir. Je ne rentre pas dans le secret du gouvernement congolais. Alors, vous racontez quoi dans ce livre? Je raconte tout simplement l'histoire, comment est-ce que ce collier a disparu. Comment on appelle ça déjà mais tout le monde le sait, de toute façon, c'est raconté de père en fils chez nous. Tout le monde connaît cette histoire. Tout Congolais devait connaître cette histoire. C'est pour cela que j'ai dit, nous n'écrivons pas. Avec notre tradition orale, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Voici une histoire qu'il faut raconter aux enfants. Un jour, vous savez, il y a toujours, les Européens ont toujours cette manière de sous-estimer l'Africain. Quand ils arrivent, ils voient le roi là-bas dans son village avec ce collier bien fait. D'ailleurs, c'est l'unique collier qui a été forgé par les forgerons d'antan. Quand vous voyez ce collier... Avec quelle matière? Oui, non, c'est plutôt du bronze, du cuivre mélangé au fait. Ah, d'accord. Voilà. Quand vous voyez, il y a des hiéroglyphes. On revient encore sur l'Égypte. Sur ce collier, il y a des lettres écrites en hiéroglyphes. Vous voyez? D'ailleurs, c'est un collier qu'on devait mettre à la portée des scientifiques pour qu'ils essaient un peu de décrypter ce collier. Voilà. Et donc, les colons, quand ils ont vu, voilà, ils ont trouvé là, les Africains avec ça, ils ont trouvé un moyen. À quel moment ça a disparu? Voilà, ça a disparu. De son vivant ou après sa mort? C'est en 1890 que ça a disparu. Au fait, il y a eu un incident, c'est l'on a expliqué. Hein, il y a eu un incident royal, on va dire, hein, entre les colons et on va dire ceux qui sont autour du roi. Une incompréhension qui a créé genre une petite guerre entre eux. Donc les colons ont enlevé le roi. D'après les colons, quand ils ont enlevé le roi, c'est pour le protéger parce qu'ils pensaient qu'il était en danger. Ils l'ont emmené ici, à Mfoua. Voilà. À Brazzaville. À Brazzaville. Voilà. Sauf que en emmenant le roi ne mange pas n'importe quoi. Ce roi ne mange pas, vous allez lui donner, il ne mange pas. Pendant tout le temps qu'il est resté, et à un moment donné, il a trouvé la mort ici. Voilà. Et il portait ce collier. Et quand il meurt, les colons qui étaient là ont tout simplement pris le collier et l'ont gardé. Et depuis ce temps, ils l'ont emmené en Europe jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce qui attire notre attention et de certains lecteurs, vous utilisez le vocabulaire disparition et non du vol. Oui, on préfère dire disparition. Pourquoi pas le vol? Parce qu'au même moment, quand on lit un peu l'histoire, le royaume entretenait de bonnes relations avec les colons qui étaient là. Hein? Et en ce moment-là, et ce qui se passait, finalement, ils n'étaient pas en conflit pour pouvoir dire voler. Voler, c'est aller quelque part, attraper la personne, voler et partir avec. Mais là, pour eux, en tout cas dans leur manière de voir les choses, selon l'histoire que je n'ai pas le temps d'expliquer, ils avaient emmené le roi pour le protéger. Bon, quand il meurt, ils se disent, bon, ben, on va garder le collier. Hein? Et au même moment, quand ils partent, ils emmènent, on préfère dire disparition. Et mieux vaut avec les autres, avec ceux qui sont aussi nos partenaires, essayer d'utiliser le langage qui adoucit les mœurs. Nous ne sommes pas là toujours pour rester dans les guéguerres, même si aujourd'hui nous avons beaucoup à reprocher à nos colons. Et pourtant, beaucoup à leur reprocher, mais il y a, quelque part, on n'a même pas une reconnaissance de quelques biens qu'ils nous ont légués. Tout ce qu'ils ont fait n'était pas mauvais, mais enfin, comme nous voyons toujours dans la majorité, on se dit, bon, les colons finalement, c'était mauvais. Si on fait un retour en arrière, en fait, c'est 2 pas en arrière, on voit, ils nous ont rien légué. Ça aussi, c'est l'histoire. Et nous allons y aller dans cette histoire-là. Il y a ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ma foi, on peut essayer un peu de faire les choses, comment le dire, dans la douceur, dans une autre manière, une autre vision des choses, une autre analyse des choses. Normal. Pour aller positivement, pour positiver. Parce que nous aussi, nous les Africains, à chaque fois que nous avons des problèmes, nous disons toujours, c'est parce que les colons ont fait. Oui, mais vous avez fait quoi? Les colons ont fait ceci. Vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui? C'est une histoire. Alors, Madame Eugénie Opour,
êtes diplômée en stomatologie, vous étiez assistante sanitaire en stomatologie, discipline médicale qui traite des maladies de bouche et des dents. Alors, un métier noble, mais pourquoi la politique? Ça, c'est une bonne question, mais tout le monde fait la politique. Quand vous mangez, vous faites la politique. On discute, là, on fait la politique. Vous faites la culture, vous faites la politique. Tout est politique chez nous. Ce qui change, c'est seulement l'engagement. C'est parce qu'un jour, tu prends la décision de dire, je vais m'inscrire dans un parti pour faire la politique. C'est tout. Sinon, chacun fait la politique chez soi. Et vous, qu'est-ce qui vous a mené à faire la politique? C'est la défense des causes. Parce que, je vais commencer parce que la politique, je l'ai plus commencé à Cuba et en France. Plus en France. Quand j'ai commencé à défendre la cause des personnes issues de l'immigration, hein, en tant que responsable associatif, je faisais des meetings, j'allais, je faisais des conférences, je dénonçais tout ce qui se faisait. Mais j'avais l'impression que ma voix n'était pas entendue. Là, quand vous êtes dans le domaine associatif, on vous entend à moitié. Parce que les décisions ne se prennent pas dans le contexte associatif. Vous, dans les associations, l'association est une personne morale, comme on le dit, même si la politique y est aussi. Mais là, c'est comme si vous jetiez quelque chose dans le vide. Il fallait être là en politique où ça se décide. Et j'ai eu raison de le faire. Quand je suis arrivé, j'ai décidé de me mettre dans un parti politique, entre autres le Parti Socialiste. Quand je suis arrivé, ce qui se débattait à l'intérieur, j'étais maintenant témoin de ce qui se disait. Et comme il n'y a pas beaucoup d'Africains là-dedans, j'arrivais là, mais parler maintenant de l'Afrique pendant que j'y suis. Alors là, j'étais là pour représenter l'Afrique dans le domaine politique. Et là, j'avais trouvé la place et comment est-ce que je pouvais défendre mes intérêts et les droits et devoirs des personnes issues de l'immigration. Alors, vous avez fait la politique en France, en Europe, et vous la faites aussi ici au Congo, en Afrique. Si c'est de comparer, vous préférez la faire en Europe ou en Afrique? Non, il n'y a pas une préférence. J'ai dit que faire la politique, c'est défendre des causes. Là-bas, j'avais une cause à défendre, c'est la cause des personnes issues de l'immigration. À quel endroit c'est plus difficile? Est-ce que c'est facile de faire la politique en Afrique ou c'est plus facile de faire la politique en Europe ou La politique n'est pas difficile à faire. Ah bon? Eh non, pourquoi me dire que la politique est difficile? Mais la politique, c'est un engagement, je l'ai dit. C'est comme si vous me posez la question, mais on fait des études ici. C'est plus difficile ici ou c'est plus difficile en Europe? Je te répondrai, c'est plus difficile ici. Non, ce n'est pas question de difficulté. C'est question de savoir ce qu'on veut et dans quel domaine on veut se former, c'est tout. Et puis vous allez, c'est à vous maintenant de prendre votre volonté et de se mettre à l'étude. Hein? C'est tout. Quand on fera l'examen, c'est à vous de prouver de quoi vous êtes capable. Non, la politique n'est pas difficile à faire. Mais cependant, quand vous allez en politique, il faut avoir des convictions. Et la volonté d'y aller, et la volonté de faire, et apporter quelque chose en politique, et savoir ce que vous voulez faire de cette politique. C'est tout. Après, le reste, c'est votre engagement qui décide. Voilà, alors madame, en 2012, vous aviez été battue aux élections législatives. Alors, comment expliquez-vous cette défaite, vous qui êtes chef de terre, issu du royaume? Dans vos terres, vous avez été battu. Bien sûr. Ça aussi, c'est des combats que nous menons. De toutes les façons, comment expliquez-vous cette défaite? J'ai toujours dit, s'il y a eu une défaite, la faute me revient. Ah d'accord. Je n'ai jamais donné la faute à quelqu'un. Je prends sur moi parce que je l'assume. Hein? La défaite a plusieurs raisons. Il y a quelque chose qui peut s'apparenter à une défaite. Mais quelque part, est-ce une défaite? On dit toujours candidat malheureux, j'ai toujours refusé ça. Je n'ai jamais été candidate malheureuse. J'ai mené un combat. Je suis fier d'avoir mené ce combat. Je suis fier d'avoir été dans cette circonscription qui est Igné, ma terre natale, là où je suis propriétaire terrien. J'ai été heureuse d'avoir fait le tour de toute cette contrée et d'avoir compris les problèmes. Si c'était à refaire, je pourrais le refaire. Et cela ne dépendra que de moi. Le refaire pour quelle raison? Là, j'avais une raison. La raison, c'était de dire, on va essayer un peu de s'impliquer, d'aller impliquer cette population. J'ai fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà, une élection. Et quand je rencontrais les gens, je faisais cette démocratie participative pour pouvoir écouter cette population. Je connais, je sais, j'ai vu, j'ai constaté. Et aujourd'hui, je suis la personne habilitée à pouvoir parler de cette contrée. Et non seulement ça, j'ai été élue présidente du comité PCT de cette circonscription. J'ai mis en place 60 sections et près de 300 cellules. Vous savez, personne n'a jamais fait ça à Igné. Et aucune femme n'a été
présidente d'un comité du parti. J'ai été la seule femme à être présidente de ce comité. Aujourd'hui, je suis encore présente à Igné. Parce que s'il faut mobiliser les gens à Igné, je suis la seule personne capable de le faire. Donc pour moi, c'est un échec qui m'a permis d'avancer, d'aller plus loin, de comprendre et de pouvoir agir autrement. Il ne faut pas s'asseoir sur l'échec. D'ailleurs, avec ça, il faudra arriver aux élections locales. Vous voyez que ces élections locales, je les ai remportées haut les mains. Cela signifie que j'avais fait un travail en profondeur. Et j'ai été la première, la tête, qui a gagné avec des milliers de candidats qu'il y avait à Igné. Donc le travail n'était pas perdu. Voilà, alors en 2013, je ne sais pas si c'est cette défaite qui vous a tellement trop marqué, vous avez publié une femme candidate aux élections législatives au Congo. Tout à fait. Non, non, ce n'est pas l'échec. Au fait, vous savez, une fois que... Pourquoi avoir écrit sur... Une fois que vous sortez d'un combat comme celui-là, c'est pas facile, hein? Une fois que vous sortez d'un combat comme celui-là, où vous avez fait des élections législatives, vous avez passé des mois dans la campagne et tout, vous sortez de là avec cet échec. Il y a deux possibilités. Soit vous restez quelque part, vous vous rangez dans votre échec, en cherchant des raisons, hein? Pourquoi l'échec, pourquoi, comment et tout, voilà, vous allez vous morfondre. Non, il fallait sortir de là. Et vous écrivez quoi dans cet ouvrage? J'explique tout simplement ma campagne, comment ça a été ma campagne, comment j'ai rencontré le monde, comment les épreuves, pourquoi, comment, quelles sont les réalités sur le terrain. Et même, j'ai envie de dire les femmes qui vont se présenter aux élections. Il y a un livre tout fait pour ces femmes-là, parce que, pas que les femmes, hein, toutes les personnes qui peuvent lire ce livre, vous verrez. Parce que quand nous arrivons, nous avons la réalité sur le terrain. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est difficile de faire la politique ici ou là-bas? Mais vous savez, là-bas, c'est quelque part plus difficile. Vous savez pourquoi? Là-bas, je suis une femme noire. Là-bas, je dois convaincre les Européens parce que c'est ceux qui votent en majorité. Là-bas, je dois faire du porte-à-porte dans les maisons qui sont toutes closes. Parce que quand vous rentrez dans les appartements, les portes sont closes. Hein. Ici, vous frappez. Donc, ici, tout est ouvert, vous avez tout le point d'apporter. Vous arrivez dans un village... Corrompre. Non, même pas corrompre. Distribuer des t-shirts. Pas du tout, même pas ça. Je ne parle, les 3 000 je ne parle même pas de ça. D'accord, c'est pas ça. Je parle déjà de la difficulté des contacts. Des contacts humains. Parce que la première chose, c'est la personne humaine. Les t-shirts et autres viennent après. Avant de donner le t-shirt, il faut d'abord ce contact. Voilà. Donc ce contact-là corrompre, c'est facile. Est plus difficile là-bas. Et là-bas en plus, tu peux corrompre qui? Est-ce que là-bas les gens vont écouter ta corruption? Là-bas, ce qui compte, c'est le verbe. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous apportez? Quel est votre programme? Etc. C'est ça qu'il y a là-bas. C'est encore plus difficile que venir vers les gens. Et j'ai envie de dire attention, il faut faire très attention. C'est pas toujours le fait de donner un t-shirt que quelqu'un va venir voter pour toi. Non, c'est pas ça. Ah bon? Et ça, j'en ai fait l'expérience. Il y a beaucoup qui ont mis beaucoup d'argent dans la campagne. Et pourtant, les gens avaient des convictions. Parce qu'une fois que je passais, que j'avais discuté avec cette population suivait une personne qui avait des idées. Et donc, ces choses qu'on dit, corruption et autres, ça c'est secondaire. Je ne sais pas qui en corrompt, je ne sais pas qui corrompt, mais ça, eux, ils peuvent le dire. Mais moi, je n'ai pas fait cette politique-là. La politique, c'était de convaincre les personnes que j'étais la bonne candidate. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis la bonne et la meilleure candidate. Parce que mes convictions me le disent et je regarde les personnes en face qui me regardent aujourd'hui en disant « Madame, revenez ». Et je dis « Ben oui ». Je dis « Mais maintenant là, non, je ne peux plus revenir. J'ai fait mon temps et puis voilà quoi. Hein? Chaque chose son temps. » Alors, madame, le tribalisme vous inspire quoi? Je ne crois pas au tribalisme. Ah bon? Non, je ne le suis pas et je ne crois pas au tribalisme. Je sais que le tribalisme existe, vous savez, tout comme le racisme existe. J'ai vécu la ville de Lyon, on dit que c'est la ville la plus raciste. Et j'ai vécu dans cette ville comme un poisson dans l'eau. Jamais victime du racisme. Jamais victime du racisme. Et pourtant le racisme existe, on en parle à la télé, on en parle ceci, mais cela dépend de ce en quoi nous croyons, non. Et puis de toutes les façons, le racisme, si tu l'as fait, mais le racisme ne fait du mal qu'à celui qui porte le racisme. Le tribalisme ne fait du mal qu'à celui qui porte le tribalisme. Je suis congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et aujourd'hui, si... Et vos collaborateurs, on ne trouve pas que... On trouve tout le monde? Bien sûr. Vous voyez, mais vous pouvez venir dans mon cabinet, vous trouverez tout le monde. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui fait ma notoriété. Parce que j'ai tout le monde avec moi. Ce qui compte, c'est l'être humain. Et c'est ça l'éducation qu'on reçoit dans le royaume Téké.
Au score. Alors, une rose pour les tirailleurs. Alors, un autre ouvrage de Madame Eugénie Opoux. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur les tirailleurs? Ça, c'est une bonne question. Vraiment, la motivation m'est arrivée toujours dans le domaine de mes combats. De léguer quelque chose. De léguer quelque chose aussi, cet héritage, vous savez, mais je suis une personne qui a été... ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais beaucoup formée. Les personnes qui m'ont formée, c'était 3 personnalités juives qui ont été mandatées par un collectif des Africains. Ils ont dit, il faut former cette sœur parce qu'on voit son avenir juif. Et ces personnes m'ont dit beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'ai retenue. Ils m'ont dit ceci: Madame, regardez comment vous allez mener vos combats. Vous devez avoir ce qu'on appelle des lobbying. Et en ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, ah bon? Vous savez, nous, quand on a un problème avec les Français, quand on voit que les Français commencent à nous créer, nous on dit, vous avez tué 6 millions de Juifs, 6 millions de Juifs. Vous avez beaucoup de lobbying. On vous a pris en esclavage, on vous a colonisé, et vous avez combattu pour la France. 3 lobbying. Vous allez les prendre avec vous. Et à chaque fois qu'on parlera des personnes issues de l'immigration, vous dites, vous nous avez pris en esclavage, en colonisation. Nous avons versé le sang pour la France. Et là, c'était des énergies qu'on m'avait pompées, des milliers d'énergies. Et quand je rencontre l'histoire des tirailleurs africains, je vous jure, j'ai fait de cette histoire mienne. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui avec la configuration du monde actuel? Les ennemis d'hier sont aujourd'hui des alliés, il n'y a plus de frontières. Est-ce que dans 30 ans, 20 ans, l'histoire des tirailleurs aura encore un sens? Si moi j'ai quelque chose à dire aux Congolais, c'est de leur dire, n'oubliez jamais votre histoire. Jamais. Vous oubliez l'histoire, elle revient au galop. N'oubliez jamais votre histoire. L'histoire vous permettra un jour de dire, là maintenant ça suffit. Hein? Dans le temps vous avez fait ci. Ça s'est passé, on l'accepte parce que l'histoire a été ainsi. Maintenant là, non. Donc il ne faut jamais oublier. Jamais, mais alors jamais. D'ailleurs, c'est l'histoire qui sera votre force. Donc, vous rejoignez presque Cheikh Anta Diop qui écrivait celui qui ne connaît pas son passé vit mal le présent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous allez construire quoi avec les autres? Vous allez construire quoi? Demain matin, comme tu l'as dit, hein, on est ensemble. On va aller encore aider les autres dans leurs difficultés. On va encore nous parler d'emmener notre contingent, etc. Ah mon Dieu, il ne faut pas oublier. Hein. Voilà, ce qui s'est passé avant jusqu'à aujourd'hui. Vous ne nous avez rien donné, rien indemnisé, vous n'en parlez pas de toutes les façons. C'est ça, vous devez marteler ça pour que quelque part les autres aussi se disent, ah oui c'est vrai. Mais au fait, les sacrifices qu'ils ont fait avant, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle même de l'esclavage, c'est à peine si ce n'est pas la rise, mes enfants. Vous savez, l'esclavage c'est quelque chose qui nous a pris les meilleurs, nos meilleurs à nous. La colonisation également, et aussi les tirailleurs. Quand moi qui est... Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait le tour des lieux là où on a enterré ces tirailleurs. Je suis rentré dans l'histoire profonde des tirailleurs. Quand moi j'arrive là où on me dit, voilà, ici là, on a assassiné les tirailleurs. Mais vous savez, les Allemands, pour ne pas perdre leurs balles, on les faisait coucher et les chars leur marchaient dessus. Vous savez, il faut connaître l'histoire. Parce que si vous ne connaissez pas profondément l'histoire, vous allez prendre ça à la légère. Parce qu'on passera toujours le temps à dire, ah oui, mais c'est le passé. Mais non. Ces esprits sont là, rôdent, et nous disent, mais ne nous oubliez pas. On n'a pas le droit d'oublier les nôtres. Quel que soit le lieu là où ils sont. L'histoire des tirailleurs est une histoire très difficile. Alors, madame, on a envie de voir que, c'est vrai qu'on voit que vous êtes une vraie militante. Est-ce que la famille vous accompagne dans vos combats? Est-ce qu'il y a la relève derrière vous? Mais vous savez, ma relève, c'est vous. De quelle famille vous me parlez? Ma famille, elle est congolaise, vous savez. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de frontières, c'est bien moi. Si, quelque part, par rapport à ce que je vais laisser, moi je dis toujours, je suis le passé. Le présent, c'est vous. Le futur, sûrement. La future génération, c'est vous. On vous laisse l'héritage. Demain, je ne serai plus de ce monde, vous allez m'écouter. Celui qui peut prendre l'exemple, celui qui peut suivre, ce sera celui-là qui aura eu cette chance de pouvoir suivre quelqu'un, quelque part, qui a laissé une trace. Et nous avons ce devoir de laisser les traces pour notre future génération. Sinon, on aura laissé les choses de côté. Voilà, alors madame, nous allons vers la fin de ce programme. Projet à venir, des parutions peut-être à venir? Oui. Là, il y a un livre qui va paraître, j'ai écrit sur les contes.
J'ai écrit les contes de la République du Congo-Brazzaville. Ah là. Ah oui, parce que ça aussi... Un peu de Noli Sapo. Exactement, Ah bon. tout à fait. Parce que ça aussi, c'est une forme d'éducation. Hein. Une fois, je discutais avec les autres Européens, ils me disaient toujours, mais madame, s'il y a quelque chose qui apporte de l'enseignement, qui éduque les enfants, qui forge les enfants, c'est vraiment les contes. Et des légendes aussi. Voilà, tout à fait. Mais en plus, ces contes sont magnifiques. Et puis, il y a la morale qui est là-dedans. J'ai dit, quand le livre là va paraître, je vais faire le tour des écoles. J'aurai le bonheur à raconter ce que nous appelons ces histoires, ces contes, qui deux fois ne sont pas toujours des contes, ne sont pas toujours des choses fictives. Hein. Souvent, c'est des situations vécues. Hein. On dit des histoires vécues, mais qui sont racontées de père en fils. C'est devenu ce que nous appelons des contes. Hein. Mais ça fait partie de nos traditions. Je le ferai, et ça c'est déjà à la correction. J'espère que d'ici la rentrée, ce livre paraîtra. Et c'est avec un grand bonheur que je vais porter ce livre. Voilà, on vous attendra dans ce programme, peut-être pour en discuter, Inch'Allah. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Parmi vos publications, avec tout ce que vous écrivez, en prenant par exemple les poèmes, est-ce que vous avez un poème préféré? Ça, c'est une bonne question aussi. Sûrement, il doit y avoir toujours... Est-ce que vous pouvez nous partager? Comme je ne l'ai pas en tête, ça sera difficile. Moi, ce que je sais, c'est que les poèmes sur les tirailleurs, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui me... tous les poèmes ont leur place. Vraiment, tous les poèmes ont leur place. Après, hier, il y a des élèves qui ont récité une rose pour les tirailleurs, ça m'a emporté. Je dis oui. Moi, j'ai aimé par exemple sur la guerre. Hein? J'ai aimé par exemple sur la guerre. Oui, tout à fait aussi. Tout à fait. Mais une rose, ça porte parce que je suis en train... On offre une rose à quelqu'un qu'on aime. On offre une rose à quelqu'un qu'on considère. On offre une rose à quelqu'un qu'on porte. Ça, c'est l'occidental qui parle. On offre une rose à quelqu'un qui a porté quelque chose, qui vous prend et qui vous prend au plus profond de vous. Donc, une rose pour les tirailleurs. J'aurais fait quelque chose pour ceux-là que je n'ai pas pu rencontrer. Mais spirituellement, nous sommes ensemble. Alors, une rose pour les tirailleurs, c'est un poème qui me tient. Voilà, madame, je ne vais pas vous laisser comme ça. Tout au long de cette émission, le mot téké est revenu plusieurs fois. Vous avez un dicton préféré en téké? Oui. Vous pouvez nous partager ce dicton? Oui. Liwol bari, kaliwolando abaro. Liwolando abari, yabaro kalwe. Prenons les êtres humains tels qu'ils sont. N'allez pas chercher dans leurs défauts et leurs qualités. Chaque être humain a des défauts et des qualités. Prenons-les tels qu'ils sont. Parce que si nous considérons leurs défauts, nous ne vivrons avec personne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Et je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, malheureusement l'émission est finie. Célébrité pour votre bonheur et votre plaisir avait reçu Madame Eugénie Opou, romancière et poète. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.